Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de savon. Pourquoi de savon? En fait, depuis plusieurs années, il y a pas mal de scandales concernant les savons qu'on peut trouver dans le commerce, notamment par rapport aux produits qui sont utilisés à l'intérieur, qui peuvent être dangereux à l'usage pour la peau. On parle par exemple du sodium laureth sulfate qui est un détergent assez radical ou des différents parabènes aussi qu'on peut trouver dans les produits qui sont remplacés souvent par des choses encore plus allergisantes. Stop, faisons un point sur le sodium laureth sulfate. D'un point de vue purement chimique, la bulle est la manifestation de l'efficacité d'un savon. C'est ce qu'on appelle la propriété de tensioactivité. Le sodium laureth sulfate, ou SLS, est un composé tensioactif utilisé dans la chimie industrielle pour son fort pouvoir bullant. On le retrouve à la fois dans les produits ménagers et dans les produits cosmétiques. La question à se poser est pourquoi les bulles sont-elles si importantes pour prouver qu'un produit nettoie? La molécule de tensioactif peut être représentée sous la forme d'une allumette. La tête adore l'eau, on appelle ça la partie hydrophile, alors que la tige la repousse, on appelle ça la partie hydrophobe. Il s'avère que la partie hydrophobe aime particulièrement les corps gras. À cause de cette forme, le savon tend à ne pas se mélanger dans l'eau, à part s'il y est présent en grande quantité. En temps normal, les molécules de savon vont rester à la surface. Une fois qu'on atteint une masse critique, les molécules vont venir s'assembler entre elles par la tige pour former ce qu'on appelle des micelles. C'est ce qui donne les bulles. Mais comme la partie hydrophobe aime beaucoup l'huile, si jamais on a un corps gras dans notre eau, les tiges vont privilégier d'aller se fixer sur les corps gras plutôt qu'entre elles. Et en se fixant, elles n'ont plus l'accroche nécessaire pour rester à l'intérieur de l'eau, donc naturellement, les têtes vont faire remonter les molécules, et du coup, les graisses vont se retrouver à la surface de notre eau sale. En toute logique donc, plus on a de tensioactifs dans notre eau, plus le produit est nettoyant. Donc le problème en soi, ce n'est pas l'utilisation du SLS, mais dans un premier temps, les concentrations de produits qui sont mis dans les cosmétiques qu'on utilise, et dans un second temps, un effet qui n'avait pas été anticipé, qui est celui de la fréquence d'usage de ces produits. Comme il y a énormément de produits qui aujourd'hui contiennent du SLS, et qu'en plus ce sont des produits qu'on utilise plusieurs fois par jour, on se rend compte qu'il y a un effet d'accumulation qui se crée, et c'est cet effet qui engendre la destruction du film hydrolipidique et des bactéries de la peau, et qui est à l'origine des irritations. L'autre problématique du SLS, c'est aussi l'aspect commercial. Pendant des années, on a convaincu les gens qu'un savon très moussant, c'était un bon savon, et dans le même temps, le SLS a baissé et baissé de prix puisque son usage s'est multiplié. Donc désormais, on a un produit pas cher et qui se vend très très bien. Donc allez convaincre les industriels de changer la composition de leurs produits une fois qu'ils ont une poule aux odeurs comme celle-là. Fin de la parenthèse, retour à nos savons. Moi, personnellement, pourquoi je me suis intéressée à ce sujet, c'est aussi parce que, ayant une peau métisse, de type plutôt noir, on a tendance en fait à avoir la peau très sèche. Et depuis petite, en fait, je me retrouve à devoir utiliser soit des pains dermatologiques, soit des savons sur gras, que je supporte plus ou moins moyennement, et qui en fait sont aussi dangereux pour la plupart que un savon gel douche classique, puisqu'en fait quand on regarde la composition, on se rend compte que c'est une vaste arnaque souvent dans le commerce. Et c'est la raison pour laquelle je suis passée après par des produits labellisés Cosmos, parce que là au moins on est sûr qu'il y a moins de cochonneries à l'intérieur tout simplement. Et ensuite, même si aujourd'hui il commence à y en avoir beaucoup plus dans les supermarchés classiques, j'ai préféré me tourner en fait vers les supermarchés bio, parce que le label Cosmos, il n'encadre pas toujours tout. Il y a des choses, par exemple des dosages de certains produits qui ne sont pas encore gérés par le label Cosmos et qui font que parfois, même un produit labellisé Cosmos peut être plus ou moins allergisant, plus ou moins dangereux pour la peau. Et du coup, j'ai décidé d'évacuer le problème en allant acheter mes produits dans des magasins bio. Ceci dit, même en magasin bio, il reste un coût assez conséquent à ces produits. Souvent parce que, alors, je veux pas dire que ce qui est bio est cher parce que c'est pas vrai, mais souvent ils font des contenants qui sont des choses très longue durée et qui dans mon cas, moi je vis seule, c'est pas très intéressant d'avoir un gel douche de 3 litres qui va nous durer hyper longtemps parce que on va se lasser de 1. Et de deux, en fait, on va payer très cher à l'achat, même si après on va l'utiliser longtemps. Il suffit qu'on soit un peu ric-rac ce mois-ci, on n'a pas forcément envie de s'amuser à mettre 15 € dans un gel douche. Donc voilà, bien sûr, je vous parle pas de toutes les marques pseudo-naturelles qui vendent ce genre de produits à des prix barbares pour faire style qu'en fait c'est bon pour la peau, alors qu'en fait pas du tout, c'est juste qu'ils rajoutent des additifs dedans qui vous font sortir la peau plus douce, mais c'est tout. Et au long terme, ça mange autant votre peau qu'un savon classique de marque lambda.
Il existe aussi un débat plus écologique concernant le savon, qui est celui du zéro déchet. Parce que mine de rien, avec l'industrie du gel douche, on se rend compte que on jette beaucoup de plastique en fait. La plupart des bouteilles sont en plastique, alors plus ou moins recyclables selon les marques. Et comme un gel douche classique a un volume assez réduit, et c'est là que je comprends du coup la démarche des magasins bio à faire des gros contenants, ça fait qu'on jette beaucoup de bouteilles. Souvent, un gel douche classique, on va l'utiliser, alors si on n'en utilise pas beaucoup, on va l'utiliser un mois. Quand on est seul, quand on est une famille, je veux même pas savoir. Donc, du coup, ça fait une bouteille par mois qu'on met à la poubelle, qu'on sait pas comment ça sera recyclé parce qu'aujourd'hui les chaînes de recyclage en France sont quand même assez obscures. Donc il y a toute une partie des personnes qui se soucient de l'environnement qui a décidé en fait de laisser tomber littéralement le savon en bouteille pour passer à du savon à l'ancienne en fait, un pain de savon tout simple, de façon à limiter les déchets. Et je pense que c'est ça qui a déclenché l'apparition aussi du DIY de savon, parce que quand c'est fait chez soi, on n'a pas de déchets puisqu'on va l'utiliser quasiment directement sans l'emballer. Donc on trouve aussi maintenant, alors la plupart du temps dans les magasins bio, j'en ai pas encore trop vu dans les supermarchés, mais on trouve des pains de savon qui sont très peu emballés et qui sont saponifiés à froid, notamment même, j'en ai vu, j'ai dû voir ça dans une supérette pas très loin de chez moi. Donc je pense que ça doit commencer à se généraliser un peu, mais bon, ça reste assez rare quand même. Donc c'est pour tout ça que j'ai décidé dans cette vidéo d'aborder donc le savon. Alors de vous expliquer tout simplement qu'est-ce qu'un savon dans un premier temps. Et puis j'ai essayé pour la première fois de réaliser un savon de toutes pièces. Puis voilà, du coup on est parti. Comme on peut le voir sur Wikipédia, il s'agit d'un procédé qui est hyper vieux, ça date de l'Antiquité. Les premières traces en fait datent d'avant le 3e siècle. On a retrouvé des tubes par exemple avec du savon à l'intérieur, et on peut dire assez facilement que même en Égypte ancienne, même chez les anciens Celtes, on avait l'existence de produits saponifiés qui permettaient de se laver et qui étaient utilisés même dans des rituels de purification. C'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, il y a toute cette mouvance qui essaie de décomplexer les gens sur la fabrication de savon chez soi, parce qu'en fait, c'est quelque chose que l'on maîtrise totalement depuis des siècles. La réaction chimique, elle, à proprement parler, est apparue, selon Wikipédia, en 1823. Elle a été découverte par un chimiste qui s'appelle Michel-Eugène Chevreuil et qui a réellement expliqué comment en fait se combinaient les molécules d'huile et de base lors d'une réaction de saponification. Alors on peut voir ici en fait que ça produit des ions et de l'alcool. Cet alcool, on va le réutiliser en fait sans s'en rendre compte, puisque ça va être souvent des produits qui seront bons pour la peau en fait, une fois le savon réalisé. Le principe chimique est vraiment très simple. Il s'agit d'appairer les différentes parties de notre base, donc par exemple de la soude. La plupart du temps en fait pour les savons de lavage ça va être de la soude. Le savon noir, qui est utilisé beaucoup plus dans les produits ménagers, lui va être à base de potasse. Donc le principe, alors je vais vous montrer un petit schéma que j'ai trouvé sur le site de Noka Cosmetics, qui par ailleurs est très intéressant. N'hésitez pas à aller voir son site. Donc en fait on a d'un côté notre huile qui est formée de glycérol et d'acide gras, de l'autre on a notre soude qui est formée de sodium et d'oxygène et d'hydrogène, ce qu'on appelle des molécules d'hydroxyde. Donc vérifiez bien lorsque vous voulez acheter des choses pour faire votre savon qu'il s'agit bien de soude, donc d'hydroxyde de sodium. Vous la trouvez soit sous forme liquide, soit sous forme de cristaux, on y reviendra lors du tutoriel. Donc lors de la réaction d'estérification, donc la saponification est une sorte de réaction d'estérification, on va avoir en fait les acides gras de notre huile qui vont venir se combiner avec le sodium de la soude pour former ce qu'on appelle un sel d'acide gras, et de l'autre côté, le glycérol va être extrait de l'huile du fait qu'on va enlever les acides gras. Et c'est cet alcool, comme nous l'indiquait la réaction dans Wikipédia, c'est cet alcool en fait qui va venir se combiner avec le reste de la soude, donc l'hydrogène et l'oxygène, pour former de la glycérine. Et c'est là en fait que notre savon est intéressant, parce que du coup, la glycérine c'est très bon pour la peau. Donc voilà, donc c'est comme ça en fait, c'est grâce à cette réaction chimique que l'on fabrique un savon. Donc en soi c'est pas hyper compliqué, on comprend que ce soit enseigné à l'école. On n'a pas l'utilisation de produits dangereux et la peur que ça peut engendrer,
Je vois pas pourquoi ce procédé a été complètement sorti de la main des familles. Alors peut-être qu'il n'y avait pas les connaissances qu'il y a aujourd'hui aussi, peut-être qu'on n'enseignait pas forcément ça, et que du coup les gens ont oublié en fait que c'était quelque chose qui pouvait être réalisé chez soi, et qu'on n'était pas obligé en fait de déléguer ça à des gros industriels qui après font ce qu'ils veulent. Pour élaborer la recette, aujourd'hui il existe sur internet pas mal d'outils hyper sympa qui permettent justement de faire le calcul avec les huiles que vous voulez utiliser, avec la quantité de soude que vous voulez utiliser, pour réaliser un savon qui soit pas abrasif pour votre peau et qui ait les propriétés que vous recherchez. Admettons, je sais pas moi, vous voulez mettre dedans de l'huile de jojoba parce que ça a des propriétés adoucissantes. Là en fait vous pourrez indiquer votre pourcentage d'huile. Alors le principe est assez simple. Pour la plupart des savons, on va avoir ce qui constitue réellement notre savon, donc on va dire ça va être son infrastructure. Et par-dessus, on va venir rajouter des choses plus accessoires qui vont être vraiment en fait les propriétés en plus. Moi j'utilise 2 calculateurs et c'est en général ceux qui sont utilisés par la plupart des gens. Il y en a un qui est en anglais. Donc, alors déjà, en général, je vous invite à connaître l'anglais parce que ça peut vraiment vous servir dans toutes les situations de la vie. Et celui-ci, c'est vraiment un des meilleurs calculateurs qu'il peut y avoir parce qu'il vous indique les propriétés qu'aura votre savon une fois qu'il sera terminé. Donc vous pourrez voir sa dureté. Alors c'est important la dureté parce que ça va être le paramètre qui vous indiquera comment votre savon va se conserver dans le temps, comment il va fondre à l'usage. Donc cleansing bien sûr parce que l'idée c'est quand même qu'on a un truc qui nous lave. Condition, c'est l'hydratation de votre peau. Voilà, donc vous avez en fait toutes ces petites indications. Elles vous sont expliquées en fait quand vous passez la souris par-dessus. Et vous avez toute une liste d'huiles et d'ingrédients que vous pouvez mettre dans votre savon. Alors il y a les huiles, il y a les beurres. Il faut savoir que les beurres vont rendre votre savon plus dur. Il y a un tas de trucs là-dedans. Vous entrez votre idée de recette et vous faites calculer et ça vous permet de savoir quel est le résultat que vous allez obtenir. Et donc je vais vous montrer l'autre calculateur que j'utilise, c'est celui d'Aromazone. Alors pour les francophones il est quand même plus simple à utiliser, mais du coup vous n'avez pas nécessairement les propriétés de votre produit final. C'est pour ça que j'utilise l'autre en fait. J'utilise vraiment, je jongle un peu, on va dire que je fais ma recette à la louche sur Aromazone, qu'ensuite je l'amène sur Soap Calculator et puis je regarde un peu voilà comment ça se comporte en ajustant les paramètres. Donc là c'est le même principe, vous avez une liste d'huile et on va me dire combien de soude j'ai besoin, donc soit si elle est en cristaux, soit si elle est en lessive. Donc en lessive, donc en soude liquide, j'indique la concentration qui est marquée sur la bouteille. Et là en fait on peut voir notre formule donc pour notre recette. Donc voilà, ça vous explique combien vont être utilisés lors du surgraissage par rapport à la quantité de soude que vous utilisez. Donc voilà, c'était tout pour la constitution de la recette. Donc maintenant que vous connaissez les principes chimiques qui ont permis d'élaborer la recette du savon, je vous propose de passer au tutoriel. Alors je vous préviens, c'est la première fois que je réalise un savon de toutes pièces. J'ai déjà essayé de faire des savons avec des bases toutes prêtes comme on en trouve sur les sites comme Aromazone. Entre autres, il y en a plein d'autres, vous pouvez trouver ça n'importe où à peu près sur internet. Et alors c'est très simple en fait, on fait fondre la base, on ajoute après les petits ingrédients qui vont nous servir à ajouter des petites propriétés sympas comme une huile plus douce par exemple pour rendre la peau plus douce ou des parfums. Mais c'est la première fois du coup que je vais réaliser l'opération de saponification de A à Z. Donc vous allez voir avec moi, si ça se trouve c'est un fiasco et du coup je comprendrai pourquoi on donne ça à faire à des industries. Donc pour mon savon, moi j'ai choisi de partir sur un petit savon au miel, propolis et huile de Nîmes. Alors pourquoi ce choix? Parce qu'actuellement j'utilise un gel douche acheté en magasin bio à base de miel et propolis. J'aime beaucoup cette odeur, je trouve ça très réconfortant. Et c'est bon pour la peau aussi, le miel, ça a des vertus connues depuis des siècles et des siècles. Le Nîmes, parce que c'est une odeur que j'ai découverte dans un savon que j'ai eu dans un hôtel et j'adore vraiment cette odeur. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ces différents produits. La base de notre savon, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est la soude et l'huile. Moi j'ai choisi une lessive de soude parce que c'est déjà dosé, du coup c'est beaucoup plus simple. On trouve ça en supermarché et en magasin de bricolage. Pour la partie principale de ma recette, je vais utiliser de l'huile d'olive.
Donc bio bien sûr, hein. La plupart de mes ingrédients en fait sont bio. Bien sûr, à la fois pour le respect de la planète et pour le respect de ma peau. Je trouve ça un peu stupide de faire un savon soi-même si on n'utilise pas forcément des produits bio, c'est un peu dommage. Et donc ça c'est le cœur du savon. Ensuite on ajoute, moi parce que j'ai une peau d'afro-descendante, du coup on a l'habitude d'utiliser l'huile de coco dans ma famille. Et c'est vrai que ma peau adore ça, clairement. Et le karité, alors plus pour les cheveux en général, mais bon là j'en avais, je me suis dit ça va servir à rendre le savon plus dur, donc ce qui permet aussi de le garder plus longtemps. Du coup j'utilise de l'huile de coco vierge et du beurre de karité. Alors le beurre de karité je le trouve pas en magasin bio. Ici en province en fait c'est plus facile de l'avoir sur internet. Donc moi je le prends sur internet. Donc là en fait ce que vous voyez c'est vraiment la base du savon. Et à la trace moi je rajoute donc l'huile de Nîmes comme je vous ai dit, du propolis et du miel. Donc on va passer à la préparation des quantités. Pour des raisons de sécurité, en fait, quand on manipule de la soude, il faut absolument utiliser une blouse, des gants et des lunettes de protection. On est sur un produit chimique hautement corrosif. Il ne faut pas oublier que ce qu'on est en train de faire, c'est de la chimie. Et le but, c'est quand même pas de se mettre en danger. On fait quand même des savons pour pas s'irriter la peau, c'est pas pour s'irriter la peau avec de la soude. Donc là, je vais commencer par faire mon mélange d'huile. Je vais commencer par l'huile d'olive. Dans ma recette, j'ai décidé de mettre 46 g d'huile d'olive. Je vais avoir aussi 16 g d'huile de noix de coco. Tous les bocaux, les gants, la cuillère que j'utilise, tout a été désinfecté au préalable. Et ensuite on va avoir 8 g de beurre de karité. C'est assez costaud le beurre de karité à manipuler. Hop. Voilà, 8 g. Et c'est parfait. Donc pour préparer la trace, du coup, pareil, on reprend un bol. Hop. Et donc on va ajouter de l'huile de Nîmes, 3,8 g, attention c'est précis. Donc ça c'est basé sur la recette que j'ai élaborée vis-à-vis du calculateur. Donc 3,8 g. C'est aussi pour des choses comme ça qu'on a besoin d'une balance de précision. Puis d'autant que là en fait je fais une petite quantité. Il y a des gens qui préféreront faire des grands pains de savon avec des moules à cake. Donc comme vous pouvez le voir, l'huile de Nîmes peut se solidifier à certaines températures. Là en l'occurrence, moi elle est complètement solide. Hop. Du coup pour la peser, c'est pas hyper simple. Pour l'extraire non plus. Hop. Et je vais poursuivre donc dans le même bol avec l'ajout de 3 g de miel, toujours bio, hein. Pourquoi c'est aussi précis à la trace? C'est parce qu'en fait on ne peut pas dépasser 10% de traces dans notre savon. Donc là moi mon maximum c'est 7 g de traces. C'est pour ça que je peux pas m'amuser à faire beaucoup plus avec l'huile de Nîmes, le miel et le propolis. Donc là justement j'ajoute le propolis.
propolis c'est sous la forme de gouttes, donc c'est assez simple à ajouter. Je peux mettre une dizaine de gouttes. Et c'est tout pour ma trace. Donc du coup, maintenant qu'on a pesé nos huiles, il va nous rester à les faire fondre pour les amener à une température de 40 degrés. Dans un premier temps, on va s'occuper de la soude. On la met dans une casserole. Moi je la pèse directement dans la casserole. Et je dois mettre 32,5 g de lessive de soude. Donc regardez bien, je porte des lunettes de protection, la blouse et les gants. C'est hyper important, n'allez pas vous blesser. Donc la lessive de soude, 32,6 g. Veillez à ce que ce soit toujours bien refermé. Et donc la lessive de soude, en fait, on va aller la mettre à chauffer, pareil, à 40-50 degrés. Donc là, je vais commencer par chauffer l'huile et ensuite la soude. Il faut savoir que la soude, ça va dégager de la chaleur et des gaz. Donc il est préférable de faire ça dans une pièce aérée avec un masque. Donc on va commencer par faire chauffer nos huiles de base au bain-marie. Donc là je mets l'huile d'olive. On essaie de perdre un minimum puisqu'on a pesé assez précisément tout à l'heure. L'huile de noix de coco et le beurre de karité. Hop, hop, hop. On laisse fondre jusqu'à ce que ce soit complètement homogène. On va faire la même chose par la suite avec les huiles de la trace. En même temps que je fais ça, je peux m'occuper de monter en température ma solution de soude. Faut pas mettre trop fort hein, parce que du coup on surveille. On va vraiment montrer à très peu de température. Faut se rappeler qu'on fait de la saponification à froid. Pourquoi j'ai pas utilisé mon petit bain-marie pour chauffer la soude? C'est parce qu'en fait la casserole est en aluminium et que l'aluminium en fait fond quand il est en contact avec de la soude. Là c'est de l'inox, normalement ça bouge pas. Je commence à avoir une petite montée en température qui se manifeste sous la forme de petites bulles. Puis là on voit bien que tout est bien mélangé et bien homogène. De suite, je vais aller mettre l'huile dans le récipient pour poursuivre la recette. Hop. Je vais maintenant utiliser le bain-marie pour faire fondre ma trace. C'est bien, comme c'est déjà chaud, ça va assez vite. Instantanément, j'ai eu l'huile qui s'est mise à fondre. Voilà. Donc là, ce qui va m'intéresser maintenant, c'est de réaliser l'opération de saponification. J'ai mon huile dans un bol en pyrex, donc résistant à la soude. Et donc je vais venir mélanger en fait l'huile à 30 degrés à la soude à 30 degrés. L'important c'est de bien verser la soude dans l'huile et non l'inverse. Et là on va remuer jusqu'à l'obtention d'une légère solidification. Là on voit que la texture est en train de changer progressivement, de devenir plus crémeuse
Et c'est notre pâte à savon qui commence à se former. Donc on va attendre que ça prenne encore un tout petit peu avant d'ajouter les huiles qui vont venir à la trace. C'est une réaction qui s'opère assez vite. On peut accélérer la prise de la pâte à savon à l'aide d'un mixeur quand on fait des plus grandes quantités. Bon là moi c'est ridicule, hein. Ça vaudrait pas la peine. Donc là ma trace commence à apparaître vraiment. Donc on peut voir là, c'est un peu plus visqueux. Ça reste sur la spatule. On peut voir aussi sur le bol, ça laisse des marques. Voilà, et c'est là qu'on va pouvoir ajouter nos huiles qui restent. Voilà, là je vais verser en fait mon huile de Nîmes avec le miel et le propolis dans mon mélange qui a refroidi, qui est en train de former une pâte tout doucement. Et en fait là la soude a pratiquement mangé toute l'huile qui était déjà là. Et du coup c'est associé avec les molécules d'huile qui étaient déjà là. Ce qui fait qu'en fait les dernières choses que je viens d'ajouter ne vont pas être consommées de la même manière et donc vont être beaucoup moins agressées par la soude que le mélange initial. Et du coup on continue à mélanger jusqu'à ce que ça forme une pâte. Après, ouais, comme j'ai mis de l'huile d'olive en assez grande quantité dans mon mélange, ça me surprend pas en fait qu'elle mette assez de temps à prendre. Donc ce que je vais faire, c'est que comme c'est assez long, bah, je vais peut-être justement en profiter du fait qu'elle soit lente à prendre et qu'elle reste liquide pour la mettre dans cet état dans le moule. C'est vrai que les gens aiment bien avoir la pâte assez dure avant de la mettre dans le moule pour pouvoir lui donner des formes sympas. Moi j'ai des moules rectangulaires directement. Donc honnêtement, ça sera peut-être même plus propre en fait si je la mets telle quelle dans le moule. Donc je vais maintenant utiliser un de mes moules que je vais remplir avec ma pâte à savon. Hop là. Voilà, voilà. Et comme vous pouvez voir, mon calcul est vraiment pas mal, puisque je tombe pile poil sur la taille de mon petit bloc. Hop. Donc ça donne ça. Donc là, en fait, on va laisser refroidir. Alors je pense que je vais le laisser toute la nuit, tout simplement. Et puis demain matin, je vous montre ce que ça donne. En montant la vidéo, je me suis rendu compte qu'en fait elle était trop longue, du coup j'ai dû la couper en 2 parties. Donc vous verrez la suite la semaine prochaine. En attendant, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour être informé de la sortie de mes nouveaux contenus. Et aussi à mettre un pouce bleu et à partager pour montrer votre appréciation de mon travail. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée et puis à bientôt, bye bye!